L'occidentalisme, alors vous vous êtes dit qu'en Occident, il y avait des livres à profusion sur l'islam, sur les Arabes, on parle même d'orientalisme, hein. On pense au regretté Edward Said. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette question? C'est la curiosité. Et d'ailleurs, certains chercheurs comme Bernard Lewis expliquent que le manque de discours arabo-musulmans sur l'Occident, c'est que les Arabes manquent de curiosité. Et d'ailleurs, la preuve dans ce livre illustre le contraire. Parce que la thèse d'Edward Said, de Bernard Lewis, nous ramène à l'europécentrisme, c'est-à-dire la curiosité qui est des curiosités, des découvertes. Et donc les Arabes doivent aux Européens cette espèce de découverte. Et donc, c'est ce que nous ramène à l'europécentrisme. C'est la supériorité de la culture occidentale sur la culture arabo-musulmane. Or, c'est faux, et archi faux. Il y a certains chercheurs arabes aussi qui disent que l'absence du discours arabo-musulman sur l'Occident est issue de l'environnement des Arabes, surtout l'environnement géographique. Et ça date depuis avant l'islam. Et ça, c'est faux, parce que l'histoire nous a montré qu'il y a des Arabes qui se sont convertis au judaïsme, qui se sont convertis au christianisme, donc ils ont connu ces religions. Ils ont échangé. Ouais. Donc cette thèse également est fausse. La troisième thèse, c'est celui, par exemple, d'Edward Said, qui dit que jusqu'au XVIIIe siècle, la conscience arabo-musulmane était locale. Et donc, c'est cette localité qui explique l'absence des discours. Or, cette thèse n'est pas commode de mon point de vue, même si Edward Said reste mon maître. Ouais. C'est qu'à cette époque-là, l'Empire ottoman était une puissance. Un empire, un empire et qui domine l'Europe. Et donc cette expansion, malgré tout, n'a pas donné lieu à un discours arabo-musulman sur l'Occident. Donc, pour moi, la thèse que je défends, c'est que l'absence de discours est liée surtout au type de pensée post-Ghazali. Ghazali est décédé en 1111. Depuis cette date-là, la raison arabe a connu un naufrage. Et depuis, elle n'a jamais relevé la tête. Et c'est ça le problème des discours, du savoir. Pourquoi c'est un problème? Quelle est la conséquence de cela, dites-vous? Le fait de ne pas s'intéresser à l'autre, de ne pas être critique? C'est parce que ce type de pensée nous a inculqué qu'il n'a rien à espérer d'autrui. L'autre, c'est l'infidèle. Et donc, à partir du moment où c'est l'infidèle, donc, la vérité absolue n'est pas de son côté. D'ailleurs, j'ai avancé pas mal d'arguments pour expliquer, mais je laisse le soin aux lecteurs et aux téléspectateurs de découvrir. D'ailleurs, vous écrivez « On est au cœur, si j'ose dire, du mythe sauvage infidèle ». Le mythe sauvage infidèle, on pense à Edward Said, à l'instar de celui du bon sauvage. Le bon sauvage, pardon, celui d'Edward Said. Oui, et par rapport à... Oui, tout à fait, parce que quand on lit, par exemple, la relation de voyage d'Ibn Ibn Fadlan. Ibn Fadlan, pardon. Donc, on est au cœur, effectivement, à l'époque, il est parti. On va chez les autres et on note des impressions, on note tout ce qui est au niveau on peut dire même si c'est de l'ethnographie, avant l'heure. Mais juste après, donc, mais reste quand même, on ne cherche pas à se liquéfier à l'autre, contrairement, par exemple, au romantisme européen, qui cherchait à se... liquéfié dans l'espace de l'Orient à l'époque. Mais quel est votre appel aujourd'hui? Vous appelez à quoi? Vous dites, par exemple, pourquoi cette culture n'arrive-t-elle pas à produire une culture du second rentrée critique et découvreuse? Qu'est-ce qu'il faudrait comme déclic? Comme déclic, il faut d'abord considérer l'autre comme une différence à part entière. Il n'est pas l'infidèle, il n'est pas le modèle à suivre, c'est un autre. Point à la ligne. Comme le musulman qui est un autre. L'autre, c'est l'autre, moi, c'est moi. Mais ce n'est pas par une logique de dissolution ou un processus de se liquéfier. Non, non, non. Et il est là, chacun est destiné à rester le même et l'autre.